Monsieur Foncier, est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la continuité de la soirée du 15 novembre dans notre quartier de la Bourdonnette? Alors il y avait dans la salle des collaborateurs et des collaboratrices qui ont pris différentes notes et qui ont mis des thèmes aux différentes questions, interrogations qui ont été faites publiquement. Et puis pour moi, ce que j'en retiens, c'est aussi l'échange qu'il y a eu après la séance publique dans lequel on a pu avoir des témoignages intéressants sur les demandes des gens de la Bourdonnette. Où est la Bourdonnette dans la ville de Lausanne? Ce stade, finalement, il va nous proposer pas plus de nuisances et que nous apporter des solutions que nous réclamons, etc. etc. Voilà, donc sur ce, on a demandé à nos collaborateurs d'avoir une réflexion technique. Et puis, pour ma part, au niveau politique, et bien, sur la base du bilan de ces réflexions, et bien, faire des propositions bien spécifiques. Alors, on va les retrouver en particulier dans la phase qui est en cours, c'est-à-dire en particulier les architectes qui vont travailler sur le projet. Donc on a essayé de décoder, si on peut dire comme ça, les propos des habitants ainsi que de nos techniciens, hein, puis aussi des politiques, et mettre dans le programme différentes propositions. Et on attend maintenant dans le formel un projet cohérent proposé par 16 bureaux d'architecture. Parce que maintenant il y a 16 bureaux d'architecture qui travaillent sur ce fameux programme. Donc une question très importante qui a été posée en termes de mobilité en particulier, c'est le lien de la Bourdonnette pour traverser cette fameuse route cantonale qui est quand même une contrainte, d'aller en direction de ces nouveaux équipements sportifs et puis aller en direction du lac. Voilà, donc ce cheminement-là est clairement mis. L'autre question, c'est le trafic. Est-ce qu'on ne peut pas désengorger le trafic? Eh bien, il y a des discussions qui se font avec l'Office fédéral des routes et de savoir si on peut rajouter des bretelles autoroutières pour alléger le trafic. Voilà. Donc ça, c'est des petites choses, entre guillemets, qui sont très importantes et on ose espérer que les techniciens nous donnent réponse. Comment a été choisi le site au sud de Lausanne? Alors surtout les clubs sportifs de la ville de Lausanne qui ont été assez influents pour demander que le stade, avec tous les équipements sportifs, puisse se retrouver au sud. C'était un peu une tradition d'avoir des équipements sportifs dans cette région-là. Donc à ce niveau-là, ça a été important. Et puis d'autres équipements comme ceux de la piscine, par exemple, ça c'est une demande qui est plus régionale, qui vient plus de l'ensemble de la région, de l'agglomération, en sachant que c'est une piscine qui profitera à l'ensemble des habitants de la région. Y aura-t-il des synergies avec le stade de Coubertin? Alors le stade de Coubertin, qui est situé dans le parc du Bourget, en fait lui il a une vocation très différente si on compare avec le stade qu'on prévoit de faire auprès de Vidi. Le stade de Coubertin, lui, il est public, donc on peut y accéder quand on veut. En fait, il n'y a pas de système de contrôle et d'entrée et tout ça. Par contre, le stade auprès de Vidi sera un stade beaucoup plus privé, un accès beaucoup plus contrôlé pour y aller. Donc il n'y a pas vraiment de synergies qui sont prévues entre les deux. Des liens entre l'université, les hautes écoles et le nouveau quartier sont-ils envisagés? Pour l'instant, c'est au niveau d'un programme d'intention. On a évidemment envie de retrouver certaines synergies. Reste à imaginer comment, mais la proximité est là et on pense bien en profiter, peut-être avec des activités communes entre ce qui se passe dans le stade, des salles de séminaire, des choses comme ça, et les activités de l'université. Qu'en est-il de la protection du parc Bourget? Le parc Bourget reste ce qu'il est, avec ses mesures de protection qui sont là, qui existent et qu'on veut absolument préserver. Et dans la mesure du possible, on va éviter d'amener du monde en supplémentaire dans ce parc. Donc là, il n'y a rien qui va changer, il est strictement protégé. Quels seront les avantages de ce nouveau quartier pour la Bourdonnette? Alors ça, c'est une question importante, évidemment. À notre avis, il y aura des avantages certains qui seront développés. La proximité, on l'envisage comme quelque chose d'assez positif avec ce nouveau quartier. Il y a un stade, il y a une piscine, comme je disais avant, qui pourra profiter à l'ensemble de la population, et notamment au quartier de la Bourdonnette. Il y aura des commerces, il y aura des activités, il y aura peut-être des emplois, hein, des bureaux qui seront là, donc qui pourront aussi servir, enfin on l'espère, à des habitants de la Bourdonnette. Et un autre élément qui nous semble important, c'est qu'on a vraiment marqué ça dans le cadre du programme du concours, c'est de désenclaver le site lui-même, mais aussi les quartiers avoisinants. Donc je m'explique, une liaison par exemple plus directe au lac pour les habitants de la Bourdonnette, tout en passant par le site des Prés de Vidi serait envisagée.
Et là, vraiment, on demande aux concurrents du concours de présenter des solutions pour améliorer cette liaison. Est-ce qu'il y aura une couverture sur l'autoroute? Alors, dans le cadre du concours, c'est une possibilité qui est offerte aux concurrents. Ils peuvent le faire ou pas le faire. Ça peut être une couverture totale entre tout le terrain et puis la steppe, parce que la steppe sera recouverte dans un projet futur. Donc ça peut être sous forme soit d'une couverture totale ou alors quelques passerelles qui relieraient les deux. Mais ça, on le verra sur les propositions que vont nous faire les architectes dans le concours. Alors, existe-t-il un plan B en cas de refus de la nouvelle bretelle de l'autoroute par l'Office fédéral des routes? Alors en fait, il faut savoir que l'Office fédéral des routes a donné son accord de principe pour toutes les nouvelles jonctions autoroutières à Lausanne. Que ce soit Chavannes, que ce soit cette nouvelle jonction autoroutière, que ce soit la demi-jonction autoroutière de la Blécherette au nord, enfin bref, on a un accord de principe. Après, la question qui se pose, c'est plutôt quand est-ce que ça va se faire. Donc on est en train plutôt de travailler et de négocier par rapport au calendrier. Mais nous sommes en bonne voie d'aboutir à un accord. Donc vraisemblablement, on n'a aucun souci à se faire de ce côté-là. D'accord. Et où sera la principale sortie du site? Alors il y aura une seule et unique sortie qui permettra l'accès à l'autoroute, qui permettra également de désengorger le carrefour de la Bourdonnette qui actuellement est saturé. Donc cette jonction permettra, enfin cette demi-jonction autoroutière permettra l'accès au site également au Pépuzère, 2200 places. Si on désengorge la route de Chavannes, il y aura plus de circulation sur l'autoroute et davantage de nuisances pour ceux qui vivent du côté de la Bourdonnette. Aujourd'hui, malgré le mur anti-bruit, il y a déjà beaucoup de bruit. Quelque chose sera-t-il prévu pour limiter les nuisances sonores? Alors, là encore, c'est dans le programme du concours, on a rendu attentif à ce problème-là. Ils le savent, hein, que ce soit aussi bien au niveau de l'autoroute que des autres voies de circulation qui sont génératrices de nuisances. Le stade lui-même peut être aussi générateur de nuisances. Donc c'est un point sur lequel des réponses architecturales devront être données par les concurrents. Et puis aussi, il y a des mesures légales à respecter. Et puis là, dans le cadre du développement après du projet, il y aura certainement des mesures anti-bruit qui seront proposées. Mais on ne peut pas vous le donner pour le moment. La luminosité du stade pourrait nuire à la zone protégée et aux oiseaux. Comment allez-vous les protéger? Alors c'est une question aussi assez sensible par rapport à l'environnement. Effectivement, un stade est générateur de pollution lumineuse, il y a des grands éclairages. Là encore, il y a des solutions architecturales à trouver, à proposer pour éviter ce problème-là. Mais pour l'instant, c'est une intention, on en parle dans le programme du concours et on verra ce qu'ils vont nous proposer à ce niveau-là. Mais est-ce que c'est des choses qui sont, comment dire, vous dites proposées pour le concours, mais est-ce que c'est des exigences qui sont posées quand même pour le concours en disant, ben voilà, on a cette réserve naturelle, il faut en tenir compte, donc faites en sorte qu'il y ait le minimum de nuisances, et sonores, et lumineuses, et tout ça, ou bien? C'est pas écrit comme ça. Ils savent dans le programme du concours qu'il y a le parc du Bourget, donc c'est une zone à protéger, mais on sait en même temps que cette lumière, elle va gêner aussi bien les oiseaux que les habitants des environs. Donc, de toute façon, c'est de trouver un système d'éclairage qui soit vraiment autonome, qui ne profite qu'au stade, puis qui ne dérange pas les environs, mais dans un sens large. Donc que ce soit aussi bien les oiseaux que les habitants des environs. Donc c'est pour ça que les choses se relient. D'accord. Comment seront prises en compte les nuisances liées au chantier? Alors là encore, c'est comme pour tous les chantiers en ville. Ceux qui sont chargés de la gestion du chantier essaieront de faire que les nuisances soient minimes par rapport aux environs. Donc ça, c'est ce qui se fait normalement tout le temps pour les chantiers en ville. Y aura-t-il plus d'insécurité la nuit au bord du lac et dans le quartier de la Bourdonnette dû à la violence urbaine après la sortie des matchs? Non, il n'y aura pas plus d'insécurité pour le bord du lac et puis le quartier de la Bourdonnette. Il n'y a actuellement pas plus d'insécurité dans le quartier de la Pontaise après les matchs. Et puis pour tous ces matchs, il y a chaque fois un concept de sécurité qui est mis en place. Et puis ce n'est pas parce qu'on a le bord du lac qu'il y aura plus d'insécurité. Comment sera assurée la sécurité pendant les matchs de football?
Alors, comme évoqué, dans tous ces matchs, à chaque fois un concept qui est mis en place, avant, pendant et après le match. Les supporters sont pris en charge dès leur arrivée en gare. Ils sont accompagnés, ils sont gérés, et puis à la fin du match, ils sont sous escorte ramenés à la gare. Et puis normalement, tout se passe bien, puisque c'est des supporters qui sont isolés dans le concept. Et ce qu'on peut peut-être encore rajouter, c'est dans le cadre du projet, tous ces grands projets, on prévoit par exemple autour du stade un périmètre de sécurité. Donc ça veut dire qu'il y a un accès qui est sécurisé autour du stade, qui permet aussi d'avoir une bonne sécurité dans ces stades. Combien cela va-t-il coûter? Qui va financer tout ça? Ouais. Alors, une estimation, premier jet comme ça, c'est à peu près 160 millions qu'on a fait au niveau des équipements publics, c'est-à-dire le stade, la piscine, boulodrome et tout ce qui vient sur ce site des Prés de Vidier. Qui va financer ça? Alors, ces équipements seront financés par un investisseur, puisque à la fin, il y aura un investisseur qui va financer une partie des équipements publics. En contrepartie, la ville va lui céder du terrain en droit de superficie pour pouvoir construire ces équipements privés. Quelle est la rentabilité d'un stade comme celui qui est projeté à Vidier, avec un match payant toutes les 2 semaines? Alors, il y a un match, c'est vrai, tous les 15 jours dans le stade. Maintenant, au niveau de la rentabilité, il faut trouver d'autres activités dans ce stade. Et les autres activités, le projet prévoit de créer des salles, des salles complémentaires qui permettent d'organiser d'autres activités sportives que le football journellement dans ce stade, et de pouvoir aussi rentabiliser avec des occupations de ces salles, justement avec des assemblées, des séminaires quotidiennement, ce qui permet de rentabiliser. On n'arrivera pas à équilibrer le financement, mais de rentabiliser au maximum ce stade pour qu'il puisse vivre tous les jours, et puis que ce stade fonctionne, et puis qu'on ait un stade vivant, puis pas un stade mort. Y aura-t-il saturation du métro M1? Alors, au vu des nouvelles prévisions d'augmentation de la demande, de nouvelles études sont en cours pour l'achat de rames supplémentaires, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, nous allons étudier également la possibilité de mettre des passages dénivelés à certains carrefours pour éviter justement ces problèmes de saturation et de file d'attente aux heures de pointe. Existe-t-il un projet d'extension de la ligne 2 vers la Bourdonnette? Alors, pour l'instant pas. Par contre, il est prévu d'augmenter les fréquences sur la ligne 25. Et puis, dans le cadre du réseau 2014, eh bien, cette ligne 25 va être prolongée jusqu'à la gare de Renan. Donc, on aura vraiment une liaison centre-ville Lausanne, ouest, donc jusqu'à Renan, extrêmement efficace en passant par Chavannes et donc en desservant votre quartier. D'accord. Comment seront prévues les zones de dessert des transports lausannois? Donc, en plus de ce prolongement de la ligne 25 et d'éventuelles augmentations de cadence d'autres lignes, il faut savoir que la ligne 701, qui est en fait la ligne qui vient depuis Morges, qui s'arrête aujourd'hui à EPFL, va être prolongée jusqu'à Bourdonnette. À terme, éventuellement, peut-être prolongée en ville, mais ça, c'est pas encore défini. Par contre, on aura une bonne fréquence, et puis avec cette requalification de la RC1 qui est prévue, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est-à-dire que l'on va mettre en place des lignes de bus en site propre, donc indépendantes de la circulation automobile, ce qui permettra un transfert modal extrêmement important, on l'espère, de la voiture vers les transports publics. Donc offrir à la population une offre transport public et puis des moyens de se déplacer en mobilité douce, donc type vélo, adaptés. En l'occurrence, mettre en place des pistes cyclables en site propre. Donc séparer également de la circulation automobile. D'accord. Les projets pour améliorer les transports publics et les accès piétons sont vraiment super. Il y aura néanmoins quand même passablement de voitures sur l'autoroute. Comment cela est-il pris en compte? Alors, dans toutes les études que nous faisons, nous prenons en compte la demande future. C'est-à-dire que nous tenons compte de cette augmentation
Et puis, dans le futur rapport d'impact sur l'environnement qui va être produit dans le cadre du concours d'urbanisme, enfin l'issue du concours d'urbanisme concernant les prés de Vidi, on aura vraiment une situation claire en termes de charge de trafic. Donc toutes ces augmentations sont prises en compte, ça c'est la base de tous les projets. Et puis donc par rapport aux mobilités douces, eh bien, donc, on a 2 délégués à la ville de Lausanne, que sont les délégués piétons et la déléguée vélo. Et ce sont 2 personnes qui épluchent entre guillemets tous les projets pour permettre aux gens de se déplacer en vélo ou à pied de la meilleure manière qui soit. Lors de matchs, quels seront les impacts sur le trafic routier? Donc il faut savoir que les matchs se déroulent en dehors des heures de pointe, donc en dehors des pics où on a le plus de trafic automobile. Donc ça ne posera pas de problème, on arrivera à les gérer correctement. Il faudra veiller aux problèmes de transport et de circulation en général? Alors, de toute manière, en ville de Lausanne, nous avons un certain nombre d'études qui prévoient les augmentations de demande et les changements de circulation. On a ce qu'on appelle une hiérarchisation du réseau routier, où les rues sont classées en termes de réseau principal, secondaire et de desserte. Et puis nous suivons régulièrement l'augmentation de la demande, donc du trafic automobile, grâce à nos 9 compteurs permanents. Et nous analysons les baisses et les augmentations en ville de Lausanne, ce qui nous permet de mieux réguler ensuite le trafic. D'ailleurs, à Lausanne, on en est assez fiers d'ailleurs, on a réussi à faire baisser le trafic automobile sur l'ensemble de la ville. Et nous nous en sommes aperçus en regardant les comptages 2010 par rapport aux comptages 2005. Enfin, disons qu'on a une stagnation et parfois même une baisse dans certains secteurs, notamment grâce à l'arrivée du M2. Le métro actuel est compliqué pour s'y installer, par exemple avec un déambulateur. Est-ce que quelque chose est prévu pour les personnes invalides pour l'accès à la piscine et autres lieux publics? Alors tout à fait. La question des PMR, donc des personnes à mobilité réduite, que ce soit d'ailleurs poussettes, personnes âgées ou handicapées, est prise en compte dans l'ensemble de nos projets. Et c'est ce pourquoi nous avons également cette fameuse déléguée piéton en ville de Lausanne qui regarde attentivement tous les projets pour qu'ils soient adaptés aux personnes à mobilité réduite. Une maquette du projet sera faite? Alors actuellement, le concours est lancé. Tous les concurrents, les 16 bureaux, vont devoir fournir une maquette de l'ensemble du site. Et au mois début novembre, on aura en fait les maquettes exposées au phare. C'est le forum d'architecture roman à Mulvillamont 5. À cette période-là, une invitation à la population sera aussi lancée et permettra de voir le projet lauréat ainsi que tous les autres projets avec les maquettes exposées. Est-il possible d'enterrer le stade? Alors, le stade peut être enterré, il peut être aussi semi-enterré. Ce qui est sûr, c'est que sur ce site, on doit retrouver tous les équipements publics et privés. Et là, nous, ce qu'on demande aux concurrents, c'est d'avoir la meilleure intégration possible du stade dans le site. Y aura-t-il des concerts dans le stade? Alors, les concerts seront normalement prévus sur le nouveau site de la Tuilière dans le stade de l'athlétisme. Par contre, il y aura peut-être d'autres activités que des matchs de foot dans ce stade. C'est 13 000 places assises, c'est aussi 20 000 places pour des activités. On peut peut-être trouver d'autres activités sportives aussi dans ce stade, telles qu'un concours hippique ou autre. Y a-t-il un projet en cours de couverture de la piscine de Bellerive en hiver? Alors, il y a bien eu un projet pour la couverture de la piscine de Bellerive. Malheureusement, ce projet s'est arrêté pour différentes raisons. La première, c'est que le plan des rives du lac ne permettait pas de faire une telle construction sur le site de Bellerive. Et puis la deuxième raison, c'est que c'était une question de déperdition énergétique, puisque c'était de couvrir les bassins tels qu'on couvre actuellement les courts de tennis avec une bulle. Et énergétiquement, ce n'était pas le parfait. Est-ce que ce sera une piscine ouverte au public auprès de Vidi? Alors, bien sûr que cette piscine sera ouverte au public. Bien sûr, il y a les clubs qui vont pouvoir y nager, mais il y a aussi le public qui va pouvoir y nager. L'horaire sera défini, mais c'est une piscine qui est pour le public.
Y aura-t-il un 5e bassin pour le public? Alors, il y aura déjà 4 bassins pour le public, puisque les 4 bassins, tout sera ouvert pour le public, donc il n'y a pas forcément un 5e bassin. Et puis, c'est toujours une question de financement. Il y aura des bassins pour l'apprentissage de la natation, il y a des bassins pour nager, il y aura des bassins pour plonger. Donc, il y aura bien assez d'eau pour le public. Combien de logements sont prévus? Existe-t-il des projets de densification et de construction en hauteur? Alors, pour la question du logement, ça c'est une question qui est laissée ouverte pour les concurrents du concours. C'est-à-dire, c'est à eux de nous proposer, en tout cas, un certain nombre de logements. On leur donne un minimum à respecter, qui est de 100 000 mètres carrés de logement, mais pas de limite de maximum. Donc c'est à eux de voir qu'est-ce qu'ils réussissent à installer sur ce terrain pour le densifier. On a des exigences de densification, mais on ne leur dit pas qu'il faut un nombre X de logements. On a eu des propositions qui ont été faites par les investisseurs, qui sont partis sur différents scénarios. On avait un minimum de 200 logements, un autre qui en proposait 700. Donc on pense que ça sera à peu près dans cet intervalle-là, dans ce nombre de logements-là qu'on aura. Mais là encore, ça reste ouvert, on attend les résultats, et puis selon leurs propositions, on verra ce qu'on peut vraiment mettre sur ce terrain. Il n'y a pas non plus de restrictions en hauteur, donc si quelqu'un veut nous proposer une tour de 100 étages, il peut essayer de le faire, mais là, je pense que le jury, et puis par rapport, le jury du concours, va regarder et apprécier la proposition pour ce qu'elle est. Mais on n'a pas formellement donné une limite de hauteur. On sait que sur Lausanne, il y a énormément de problèmes maintenant de logement. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient venir y habiter. Manque de logement. Donc je suis juste étonnée par la réponse que vous me dites, en fin de compte, de dire que oui, il y a un minimum. Oui. Mais ce minimum de 200 à peu près logements et tout ça, c'est pas trop peu? C'est trop peu sans doute par rapport à la demande dont vous parlez, par rapport au manque de logement. Mais on a quand même un terrain qui est relativement étroit par rapport au programme. Donc déjà, caser un stade, caser une piscine olympique, caser une école, caser des commerces, c'est déjà assez important. Donc il n'est pas extensible à l'infini. Donc il n'y a pas de miracle. Je pense que même déjà de caser 100 000 m² de surface de logement, c'est pas facile. Sur ce terrain qui est quand même, par rapport au programme qu'on veut mettre en plus, qui est un programme qui est ambitieux, et le terrain, on va vite arriver aux limites du terrain. Donc voilà. Mais c'est déjà pas mal qu'on ait réussi à proposer du logement dans ce périmètre-là, alors qu'au départ, c'était pas vraiment l'idée. C'est-à-dire c'était un lieu pour le stade uniquement. Puis on s'est dit, mais pour faire vivre ce stade, comme un véritable quartier, mettons-y du logement. Mais vous verrez dans les propositions que le territoire est assez exigu, déjà. D'accord. Est-ce que ce seront des logements abordables? Alors, on va demander en fait une certaine mixité. On n'en est pas encore là, parce qu'on verra qu'au niveau du concours, on ne nous dira pas que c'est un logement de type X, Y ou Z. Mais comme on l'a fait pour l'écoquartier des Plaines du Loup, on demandera une certaine mixité dans les logements. Par exemple, aux Plaines du Loup, on a demandé un tiers de logements subventionnés, un tiers coopérative, un tiers dit loyer libre. Je pense que c'est ce genre de quota dont on va s'inspirer pour ce qui se fera auprès du DI. Pour les constructions de logements, vous parlez de PPE, de logements seniors, étudiants, mais pour qu'il y ait un mélange de population, il faudrait aussi qu'il y ait des logements à louer. Oui. Ça aussi, le programme n'est pas encore fixé et déterminé pour l'instant, mais sur le principe, il y aura aussi on prévoit des logements à louer. Des démolitions de locatifs sont-elles prévues? Alors là, oui, il y a quand même pas mal de petites constructions, puisqu'il y a toutes les petites maisons des jardins familiaux qui seront déplacées. Donc ça sera démoli, mais aussi les autres construits. Il y a quelques constructions un peu plus importantes qui sont aussi sur le terrain. Donc en principe, ça c'est une zone qui est donnée dans son ensemble pour le concours. Mais là encore, si un concurrent veut maintenir certains bâtiments, pourquoi pas. Mais sur le principe, oui, tout sera démoli. Est-ce que les plantages et les jardins familiaux seront maintenus? Alors là, ça devient un peu tard, parce qu'ils ont déjà été déplacés en fait. Ouais. Ils ont été inaugurés en octobre dernier. Donc ils ont été resitués un peu plus au bord du lac, près d'une des bretelles de circulation. Donc ils sont déjà en place.
Donc il y en a une partie qui a été déplacée, Oui. l'autre partie qui est restée sur place, elle va être Ça vouée à disparaît. disparaître. Bon, ça fait une belle surface, hein, comme on voit ici. Mais sur le principe, c'est par ici en fait que ça a été relocalisé. Et puis, c'est ça la situation pour l'instant. Y aura-t-il une garderie prévue dans le nouveau quartier? Ben oui, on l'espère fortement, parce que je pense que c'est assez utile. On ne peut pas dire encore le nombre de garderies, la surface que ça représentera, parce qu'en fait, ça sera lié sans doute aussi aux infrastructures scolaires, parce qu'il y a aussi une école qui est prévue dans ce quartier. Mais par exemple, la dimension de l'école, on la connaîtra quand on aura le nombre de logements. Donc en fait, c'est un ratio qui est donné en fonction de ces équipements-là. Quel est l'état d'avancement du projet à ce jour? Actuellement, le concours il est lancé, c'est-à-dire depuis le 15 mars, les concurrents du concours, les 16 concurrents ont reçu donc, le programme. Ils avaient le temps maintenant de poser leurs questions pour tout ce qui concerne et qui n'était pas clair dans le programme. On a reçu les questions le 29 avril. On est juste en train de répondre. Je viens d'une séance avec notre juriste pour voir si tout est en ordre au niveau des réponses qu'on va donner aux concurrents. On va les envoyer en principe demain. Le rendu du projet sera le 5 août. Voilà, on est juste en plein dedans. Les concurrents sont en train de travailler, quoi. D'accord. Et puis les prochaines étapes à venir? Alors, les prochaines étapes, comme j'ai dit, il y a donc le rendu des projets, c'est le 5 août. Ensuite, on va faire une analyse préalable pour informer le jury qui aura sa première session en début septembre. On va les informer sur cette analyse préalable. Il va y avoir une deuxième session pour prendre la décision sur le meilleur projet. Ça sera début octobre. Ensuite, il y aura une exposition. Ça va être probablement dans le mois de novembre. Et parallèlement, on va déjà aussi commencer à travailler avec les lauréats pour préciser leur projet, pour inclure en fait les recommandations du jury. Et ensuite, on va préparer un dossier et des documents pour le deuxième tour de l'appel d'offres qui sera, enfin, où les investisseurs, aujourd'hui on a 4 investisseurs dans cette procédure, les 4 investisseurs donc vont calculer leur prix sur le projet du lauréat. Et ça sera dans le courant de l'année 2012. À la fin de l'année 2012, en principe, on devrait signer le contrat avec un des 4 investisseurs qui aura donné la meilleure offre. Est-ce qu'on peut dire à peu près, peut-être, pour se donner une idée, quand est-ce que vous déciderez de commencer les travaux? Alors, les travaux vont commencer en principe dans le courant de l'année 2013, au plus tard peut-être début de l'année 2014. Ça, c'est prévu aujourd'hui comme ça. Ouais. D'accord. Y a-t-il des projets d'architecture que vous refuserez? Bon, c'est très difficile de répondre à cette question. Il y a un grand jury très compétent qui va pouvoir juger sur 16 projets. En principe, nous, on ne peut plus refuser une fois que la décision elle est prise. Hein. On s'engage quand même avec, en principe, on s'engage avec la décision sur le lauréat de réaliser ce projet-là. Est-ce que justement par rapport au projet et les gens qui vont s'investir dans ce projet, est-ce qu'ils ont quand même, comment dire, des choses qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas implanter comme ça au bord du lac, style des tours jumelles qui dénaturent tout le paysage? Alors c'est un concours où on a cherché de laisser comme une très grande liberté tout ce qui concerne les volumes en fait du bâti, du futur bâti. Si on veut aujourd'hui, on a donné un programme assez précis pour les équipements publics, donc pour le stade, pour la piscine. Ça, c'est les 2 éléments les plus grands, en fait. Il y a un P+R encore, puis après, il y a aussi encore les bureaux pour le sport, pour les études. On s'est
précisément ce qu'on veut avoir, mais on ne sait pas exactement dans quel volume ça peut être mis ensemble. Donc là, vraiment, les concurrents, les architectes sont aujourd'hui assez libres de répondre à cette question d'une autre manière, de nous proposer à la limite un très grand volume ou bien des volumes séparés. Et ça aussi en fonction encore avec la position, la disposition du programme privé qui est aussi assez libre dans le programme. On a laissé une très grande liberté pour les affectations, pour le logement, pour les bureaux, qui peuvent même dans le temps encore aussi évoluer. Puis là, on a aussi ce qu'on sait aujourd'hui, on a donné un programme qui est relativement dense. Alors, c'est toujours une question, la densité, comment on peut répondre à la densité, parce que d'un côté, si on ne veut pas bâtir trop haut, donc on va occuper le terrain d'une manière très bâtie, ou bien est-ce qu'on permet d'avoir des bâtiments qui sortent un petit peu, qui sont un petit peu plus hauts, comme ça on a peut-être quelque chose qui respire mieux, mais aujourd'hui, on est très curieux de savoir donc, comment les concurrents du concours vont répondre à ces questions. Prévoyez-vous un site internet avec forum pour échanger avec la population durant la mise en place des projets Métamorphose? Ouais. Ça, en fait, il y a déjà pas mal d'informations qu'on peut trouver sur internet, sous lausanne.ch, Métamorphose. Il y a pas mal d'éléments qu'on peut trouver sur les 3 sites du projet Métamorphose, donc au Pré de Vidy, aux Plaines du Loup et à la Tuyère. Et puis sinon, l'échange avec la population nous semble vraiment important, il faut le continuer. Donc on a déjà eu cette séance le 15 novembre de l'année dernière. Puis on voudrait plutôt favoriser ce genre de contact direct plutôt qu'un contact dit virtuel par Internet, parce que c'est peut-être pas donné à tout le monde. Le forum, on en a déjà testé un, ça n'avait pas très bien marché il y a quelques années sur Métamorphose. Donc, allons plutôt discuter en direct ou devant une caméra, comme ici. Mais c'est plutôt ce genre d'échange que l'on voudrait faire. Justement, par rapport à ça, alors comment prévoyez-vous de continuer de nous tenir informés des prochaines étapes? On espère continuer sur le même système, c'est-à-dire continuer ces échanges directs, ces échanges informations à la population. Il nous semble important, donc, quand il y aura le résultat du concours, déjà, ce sera une étape crucial parce qu'on aura déjà une image, on verra à quoi ça va ressembler. Ça va sortir au début d'octobre, donc on aura ça. Il y aura une exposition au phare, donc c'est au Forum d'architecture romande, c'est avenue Villamont 5 à Lausanne, où l'ensemble des projets seront exposés. Mais on se tient à disposition pour venir aussi refaire une présentation à la Bourdonnette du projet lauréat. Et puis sinon, on prévoit à la fin de l'année une grande exposition sur tous les projets Métamorphose tels qu'ils seront aboutis à ce moment-là. Est-ce que, personnellement, vous pensez que de construire ce quartier à côté de la Bourdonnette va enfin faire que la Bourdonnette appartient à Lausanne et non plus comme un quartier reclus au sud de la ville? Alors, sachez en tout cas qu'il y a une préoccupation de la municipalité vis-à-vis du quartier de la Bourdonnette, d'abord dans l'entretien, parce que c'est quand même des ouvrages qui sont là depuis un certain nombre d'années. On a l'impression, pour des gens de ma génération, que c'était hier, mais en fait, ça fait bientôt 40 ans que ce quartier est construit, nécessite des entretiens. Je crois qu'au niveau de ma direction, on collabore avec la direction de l'école en particulier pour mettre à niveau les équipements minimaux qui doivent être donnés dans un quartier. Je pense à la petite enfance, je pense aux maisons de quartier, je pense aussi au plantage de proximité. Donc ça, c'est des choses, sachez en tout cas que ma direction était très associée, même si on ne voit pas directement. Donc là, on est attentif sur l'entretien du bien. Maintenant, il y a un problème quand même sur le site de la Bourdonnette. Il est dans une enclave routière, je crois qu'il faut être clair. Il y a une autoroute du côté sud. Du côté nord, il y a une route relativement importante qui relie Lausanne à Chavannes. Et puis, perpendiculairement, il y a cette route cantonale 1 qui va sur Saint-Sulpice en direction de l'avenue de Provence. Donc nous, on doit fabriquer des liens de cette partie de ville avec la ville qui se construit. Donc on doit équiper ces rues, je veux dire comme ça, la route cantonale et la route de Chavannes. Donc aujourd'hui, on est essentiellement sur la route de Chavannes et donner une possibilité justement aux gens de la Bourdonnette d'accéder à ce nouveau quartier dans lequel on pourrait
tout à fait penser qu'il y ait des places de travail, parce qu'aujourd'hui c'est un peu monoculture, il n'y a que des habitants. C'est un peu un quartier, comme on le dit vulgairement en termes d'urbanisme, c'est un peu ghetto, quoi, je veux dire, parce qu'en finalement on fait qu'ils vivent, mais il n'y a pas cette activité aussi importante qui est liée à l'activité commerciale, des places de travail et autres. Et puis aussi, on est à proximité d'un site de loisirs, mais il faut quand même reconnaître que ces voies de circulation dont j'ai fait référence tout à l'heure sont des contraintes pour l'habitant. Donc on doit améliorer très sensiblement la chose. Le futur du projet Métamorphose, parce qu'en fait c'est vrai qu'il y a Vidi, mais tout ça est aussi lié à ce qui se passe dans les Hauts-de-Lausanne. Donc on est très préoccupé quand même à développer des quartiers. Moi, ma préoccupation depuis que je suis en poste, c'est quand même d'améliorer la notion propre du quartier, que les gens puissent s'identifier dans leur lieu par la pluralité d'activités. J'ai fait référence, il y a le logement, on oublie toujours qu'à côté du logement, c'est possible d'avoir des places de travail. À côté des places de travail, il y a aussi des équipements publics dans lesquels il y a les écoles, la petite enfance, il peut y avoir des églises, il y a aussi des parcs pour la détente et autres, puis il y a le loisir, enfin bref, c'est ça un quartier, c'est pas monoculture. Donc proche de la Bourdonnette, par exemple, on a amélioré très nettement l'avenue de Cours. L'avenue de Cours, c'était une grande rue, mais commerçante, d'accord. Et puis on a amélioré l'environnement immédiat des gens qui habitent cette rue, au même titre qu'à court terme, on va améliorer Mont-d'Or et choses comme ça. Et bien, dans l'amélioration d'un quartier, c'est vrai que c'est dans le Haut-de-Lausanne, les plaines du Loup. D'un côté, il y a les Bossons, de l'autre côté, on a le quartier un peu plus un Bois-Gentil, autre bois. Là, c'est des quartiers qui vont vraiment parfois qu'on crée, parce que aussi, ils ont le même problème, un peu monoculture, un peu trop à caractère logement. Voilà. Alors pour ça, c'est vrai que le défi qu'on a, c'est de déplacer des activités sportives, donc de déplacer les terrains de faute essentiellement à vocation, on va dire, locale, pour les équipes locales. Là, maintenant, le concours d'architecture est fait. Le mandat va se mettre en route ces tout prochains jours, et j'ose penser que d'ici la fin de l'année, on a une belle image réaliste du projet qui a été gagné dernièrement par des Lausannois. La chance, c'est que tous les gens qui gagnent les concours actuellement dans Métamorphose sont des Lausannois. Donc on a une véritable culture lausannoise qui va sans aucun doute répondre aux préoccupations des uns et des autres. Et puis parallèlement, on fait le plan directeur localisé sur les plaines du Lot. Ça, c'est le grand quartier dans lequel on peut attendre beaucoup de personnes. J'ose même plus vous dire le nombre d'habitants, mais en tout cas en termes de logements, c'est 2 à 4 000 logements. Et là, la décision, suite aussi au choix des Lausannois de nous suivre sur le projet Métamorphose, on est toujours sur l'option de détruire le stade de la Pontaise et de le remplacer par une autre activité, une activité humaine, parce qu'il faut bien reconnaître que le stade construit dans les années 50 ne répond pas aux attentes de la population du XXIe siècle. Un stade moderne déjà, et puis si possible d'être plus rationnel sur le territoire, puisqu'à la Bourdonnette, la grande chance que va avoir la Bourdonnette, c'est qu'on installerait la piscine olympique sur ce site-là. Voilà, donc on va être un peu plus rationnel sur le territoire. Donc je pense qu'en début 2012, le premier semestre 2012, les Lausannois, et en particulier les gens de la Bourdonnette, auront vraiment une image des projets qui vont se mettre en place. Est-ce que par rapport à tout ce que vous me dites, c'était un choix aussi, un de vos collaborateurs nous a dit que le projet pour les prés de Vidi était assez libre, donc autant par rapport au nombre de logements et tout ça. Est-ce que c'est un choix quand même de mettre moins de logements sur les prés de Vidi, vu qu'il y a déjà la Bourdonnette qui est déjà conséquente, et de mettre beaucoup plus de logements sur les plaines du Loup, donc l'écoquartier et tout ça? La chance qu'on a sur le quartier de la Bourdonnette, c'est qu'on a un autre trafic qui est bien équipé, je veux dire, tant en transport public qu'en transport individuel. On a la problématique du logement, et en particulier du logement étudiant. Donc on pourrait tout à fait penser à ce qu'il y ait un programme logement étudiant qui vient se mettre en place, mais il ne faut pas oublier qu'à côté de logement, il faut aussi des places de travail. Et il y a peut-être une synergie de places de travail avec les hautes écoles et le PFL. Et là, ce qu'on attend comme réponse, c'est les réponses du monde de l'économie. Donc je veux dire, on est très ouvert puisqu'on a en attente de ce que les investisseurs vont nous proposer. Et les investisseurs, ils ont toutes leurs études de marketing et puis ils disent voilà des types d'attentes. Un exemple, maintenant, même si les choses se sont calmées, il y avait un sous-équipement hôtelier relativement important par le fait que le PFL ait construit 2 hôtels, par le fait aussi que le Movenpick s'est agrandi, par le fait aussi que l'hôtel Royal Savoie revit, entre guillemets de ses cendres, et bien c'est vrai que le parc hôtelier de cette partie lausannoise est bonne. Mais ce n'est pas impossible que l'hôtellerie nous demande encore un petit hôtel. Je ne sais pas lequel, mais en tout cas, pour ma part, je n'ai pas de raison de dire non. Mais si on admet qu'on a assez de place pour l'hôtellerie, ce qui est sûr, c'est qu'il manque cette fameuse place pour les étudiants,
mais on a un tout petit problème financier, c'est qu'en l'occurrence, nous voudrions quand même que le bien public soit bien utilisé. Et on demande aussi qu'on ait de la haute valeur ajoutée sur le patrimoine qui va être construit pour se payer le stade. Parce que je rappelle qu'ici, on va quand même se le construire sur la base d'un partenariat avec l'économie privée qui, elle, nous fait la proposition d'activités pérennes. J'insiste bien sur le thème pérenne. Alors, néanmoins, on restera attentif quand même sur le coût de location qui serait donné aux uns et aux autres, que ce soit pour le logement ou les activités, parce qu'on veut que tout cela soit abordable pour notre population dans sa globalité. On ne veut pas non plus en faire un ghetto bien spécifique, et vous voyez à quoi je vais faire allusion. On cherche vraiment la notion d'équilibre. Voilà, alors on reste ouvert. On a mis des critères de qualité, ce que j'ai essayé d'un peu décrire maintenant. C'est un petit peu complexe, parce que c'est vrai que le politique veut bien marier la mariée, c'est moins qu'on puisse dire. Mais en l'occurrence, on est ambitieux, oui, on est ambitieux de conserver notre équilibre social au sein de la ville. On est ambitieux aussi pour avoir un développement harmonieux des hautes écoles qui sont une richesse de notre région, tout comme on doit avoir des équipements de qualité, équipements publics en particulier, en termes d'équipements sportifs. Okay. Donc pour conclure, est-ce que vous auriez un petit mot à dire à nos habitants de la Bourdonnette pour qu'ils soient enfin apaisés et qu'ils attendent les résultats du projet du Pré de Villy? Écoutez, je suis de tempérament optimiste, donc en tout cas qu'ils se réjouissent que les choses bougent, ça c'est quelque chose d'important. Là où je peux les rajouter, c'est qu'on veut bouger avec eux. On a associé une ou deux personnalités de la région pour être les porte-parole et puis nous rappeler aussi à nos obligations d'échanger, de dialogue pour construire avec eux. Aujourd'hui, on n'est pas en phase d'attente parce qu'on est en phase de projet. Donc on attend de la part des projeteurs des idées, on va décider et on fera l'évolution de ce projet avec les habitants de la Bourdonnette parce que la Bourdonnette fait partie de Lausanne, est une entité pleine de Lausanne et on doit travailler de concert avec nos habitants.